prendrai les 3 premières heures à aiguiser la hache. L'arnaque de toutes ces posts qu'on voit, c'est de faire croire qu'en 30 secondes, tu vas voir quelque chose. Si je me base sur les codes NAF, je suis dans la merde, comme on dit chez moi. Et il va lui manquer mes 15 ans d'expérience. On va attendre 15 ans, mais quand il en aura 15 ans, moi j'en aurai 30. Achetez mes 15 ans maintenant, vous êtes tranquille, plutôt que d'attendre votre alternant en 2045. Bienvenue dans l'épisode numéro 7, numéro 8 du podcast AO Conquête. Je m'appelle Philippe Courtois, je suis toujours le dirigeant d'AO Conquête. Si vous êtes sur le podcast, vous savez un peu ce qu'on fait. On a un cabinet de conseil, on aide les TPE, PME à décrocher notamment des marchés publics. Donc on a un peu la même cible que mon invité du jour. On a 1 heure pour s'exprimer, je vais vous dire bientôt qui c'est. Le podcast, habituellement, on parle des marchés publics, comment développer votre chiffre d'affaires ou pas, si jamais c'est pas pour vous. Au moins d'identifier ça. Vous avez 6 épisodes derrière vous pour rattraper un peu pour les cancres. Je vous vois derrière la caméra. Bref, voilà le podcast habituel. Là, je commence ma série de guests. Donc, c'est un peu... on étend un peu notre domaine d'invités. Aujourd'hui, j'invite Albert Dienna. Bonjour Albert, bienvenue chez nous. Albert fait un métier très particulier. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez prospecter sur des bonnes cibles, c'est avec lui que ça va se passer. Albert est le dirigeant d'une boîte qui s'appelle Marketthings, comme marketing, mais avec le thing de Stranger Things, mais il va vous dire comment ça se passe. Albert, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que fait ton entreprise, ce qu'est l'adresse? Comme ça, on pourra étendre un peu plus le sujet. Bien sûr. Tout d'abord, merci Philippe pour l'invitation. Marketthings, c'est une société que j'ai cofondée il y a un peu plus de 7 ans maintenant. On est 2 associés et on adresse essentiellement, on aide les entreprises à prospecter, à cibler leur marché. On les accompagne dans leur ciblage commercial et analyse de marché. Alors comment? En utilisant beaucoup de data. Je pense que ça sera un peu le sujet du podcast. Mais c'est essentiellement apporter des solutions innovantes pour les aider à gagner du temps, à gagner en précision. Et donc finalement, derrière, gagnant du temps, on gagne aussi de l'argent pour leur apporter des solutions plus innovantes et plus rapides à obtenir. D'accord, ok. Donc, quelque part, en fait, quand je disais en intro qu'on a à peu près la même cible, on a des cibles qui se ressemblent. Moi, ma cible, ça va être le dirigeant de TPE, PME qui veut se développer commercialement. Mais moi, je vais prendre une tangente, du coup, qui va être les appels d'offres qui obéissent à une autre règle de data. C'est un autre animal, comme disent nos amis anglo-saxons. Toi, du coup, tu vas adresser le même patron de TPE, PME qui va se développer. Sauf que là où moi, je vais monter des dossiers et vraiment porter le truc pour qu'il aille au bout, toi, tu vas l'aider à définir les bonnes cibles, à trouver les bonnes cibles. Et à ce stade-là, ça a lieu après d'engager ces modes de prospection préférés pour atteindre cette cible? Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un point quand même important, et je pense que te connaissant un peu, tu vas creuser les questions, mais on a la possibilité effectivement de l'accompagner. Donc là, on prend notre casquette de consultant. On a cette double casquette et on y tient beaucoup, à la fois d'être éditeur de logiciels parce qu'on a développé un SaaS et donc ça donne la main aux clients. Alors, ça peut être patron de TPE, PME, mais ça peut être aussi direction commerciale et marketing et tout ce qu'on veut, mais pour des équipes un peu plus étoffées. Et donc là, c'est accès au SaaS, c'est eux qui ont la main, ceux qui font la recherche parce que c'est des entreprises qui sont outillées en people, quoi, finalement, et qui ont les ressources humaines. Ils ont les ressources humaines et surtout, certains ne veulent pas faire. D'accord. Ils sont même recrutés pour ça. Je pense notamment aux consultants ou analystes. C'est quand même leur job d'aller chercher de l'info. Et puis, effectivement, on peut aussi accompagner pour des besoins plus spécifiques des clients. Et là, on est un plus en binôme et on travaille, je dirais, plus main dans la main sur des demandes qui sont spécifiques parce qu'il faut aller vraiment chercher des données assez différentes, alors que nous, qu'on a collectées ou au besoin, aller en chercher de nouvelles. D'accord, du coup. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur les termes, parce que du coup, on va avoir un auditoire qui va être de niveaux divers. Moi, tu me dis SaaS, Software as a Service, je vois tout à fait. Donc, c'est toutes les solutions logicielles qui obéissent à un modèle économique par abonnement. Oui. Généralement, on raisonne au user, tu as tant d'users, c'est tant par mois, etc., etc., etc. Est-ce que tu peux du coup redéfinir la notion de SaaS et pourquoi ton outil est un SaaS? Le SaaS, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on donne accès aux clients à un site
dédié. Donc, il y a un site web, en fait, C'est un qui site s'appelle web. Marketings et je me Exactement. connecte. Et, On a le d'accord. site vitrine qui est une chose, et puis ensuite on a Le site SaaS, client, le vrai site truc. client, D'accord. là où on fait des recherches. Et donc, c'est Du coup, je me connecte avec mes mots de passe. Exactement. Chaque membre de mon équipe a son propre login. Je reviens au début parce que du coup, ça permet Non, mais tout à pour fait. les débutants de raccrocher les wagons. Chacun se connecte, etc. Et du coup, j'ai accès à une base. Et cette base-là, c'est quoi? Alors, cette base, c'est une base qui va regrouper les 13 millions de sirènes en France, D'accord. qui va regrouper les données légales, financières, qui sont mises à jour tous les mois et qui proviennent des autorités publiques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'open data. Donc, l'open data, ce sont toutes ces bases de données qui sont accessibles à tout un chacun. D'accord. La différence, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a téléchargé cette base-là, il faut une base de données dans laquelle on va faire confluer toutes ces informations. Ouais, si on t'ouvre la porte à une cascade et en fait, Exactement. t'as pas de récipient, quoi. T'es direct en seau d'eau et en fait, c'est... Exactement. Et donc, ça, ok. c'est le premier élément. Et ensuite, surtout, on a intégré dans notre SaaS ce qui fait la force de marketing, la spécificité de marketing, c'est un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on a D'accord. créé, on a comme ça, on appelle ça notre petit Google à nous, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le même job, entre guillemets. On est sur le marché français, on n'est pas dans le monde, on n'a pas, on n'est pas Google, mais on a aujourd'hui plusieurs millions de sites web qui sont analysés D'accord. annuellement. Si on parle d'aujourd'hui, pour donner quelques chiffres d'analyse, c'est à peu près 40-50 000 sites web visités tous les jours. D'accord. Alors, quand tu dis visiter... Ça veut parce dire que... qu'on va aller chercher des informations très précises. Alors, moi, c'est sur le plus site web. avant des infos que tu vas chercher, moi, c'est le comment. Moi, quand tu me parles de... C'est du scrapping. C'est Parce que moi quand tu me parles de visiter des sites, l'image qu'on a tous, en fait, c'est Google. Parce que moi, je fais du SEO pour mon truc. Et je sais que les robots de Google viennent régulièrement analyser ton site pour voir en termes de ranking où il va te placer. Donc, c'est un autre type de robot pour un autre type, mais qui analyse les sites web. Est-ce que du coup, je peux garder cette image dans ce que tu fais et tu as tes petits robots qui ne sont pas les robots de Google, mais les robots marketing qui vont du coup visiter les sites c'est des robots. Oui. Voilà. C'est un peu le même Ouais, c'est système. un peu le même système, sauf qu'on n'est pas une régie publicitaire. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que lorsque le client va faire une recherche, D'accord. on ne va pas lui donner un ranking, on lui donne la réponse qu'il a demandée. D'accord. Donc, il n'y a pas de bonne annonce ou pas d'annonce. Et donc, et on va analyser certaines pages en particulier, pas nécessairement tout le site, parce que ce n'est pas forcément utile, mais c'est vraiment quelques pages en particulier, à savoir la page d'accueil, la page des contacts, pour avoir les téléphones et les mails, et la page des mentions légales. Et en fait, pourquoi chaque page? Parce que chaque page, évidemment, est importante. Et parce que lorsqu'on analyse une page d'accueil, ça vous donne l'information, enfin, ça vous donne l'activité réelle de l'entreprise. D'accord. Et là, on touche un point qui est central lorsqu'on veut faire du ciblage commercial, c'est finalement, à un moment ou à un autre, j'ai besoin quand même de m'intéresser à l'activité de l'entreprise que je prospecte. Ouais, je comprends. Donc, on va rentrer dans le code NAF. Ah, attends, alors justement, je vais faire un arrêt sur image là-dessus pour deux choses. La première, j'utilise les codes NAF comme un peu tout le monde pour qualifier mes prospects, mes machins, en sachant à quel point c'est à l'ancienne et que c'est pas forcément hyper précis, mais je pense qu'on pourra adresser ce truc. Deuxième truc que je voudrais adresser, on ne sait pas coordonner pour les pulls. D'accord? C'est le bon goût, c'est comme ça. On se lève le matin et on avait ce bon goût, c'est tout. Donc j'espère que vous aurez le même bon goût de vos côtés de la caméra, mais c'est comme ça. On ne sait pas coordonner, c'est du bon goût qui est naturel. Donc adoptez ce look ou pas. Mais en tout cas, on va retourner sur marketing. Une blague à part, tu as parlé d'un truc qui était le ciblage commercial. Donc en fait, l'entreprise qui vient te voir, c'est j'ai des produits et services, j'ai une cible que j'ai dans ma tête, mais je ne sais pas comment les trouver, comment les adresser. Les codes NAF. Il y avait un exemple que tu m'avais donné il y a bien longtemps. C'est même pas dans la préparation de ce podcast. Tu m'avais un truc qui m'avait choqué. Tu m'avais dit, mais tu n'as pas de code NAF pour les avocats. Oui. Tu as un truc, c'est profession juridique. Oui. Et donc, en fait, à partir de là, tu dis, mais comment je fais pour trouver des avocats? Si je veux un avocat en droit de la propriété intellectuelle sur Nantes, si je me base sur les codes NAF, je suis dans la merde, comme on dit chez moi. Oui, parce que le code NAF, activité c'est quoi juridique, le code NAF le plus proche qui me permettrait? Si j'essaie d'aller au code NAF, où c'est que je vais manger un mur? Tu prends cet exemple-là qui est effectivement très parlant. Le code NAF qui est le plus proche d'avocat, c'est activité juridique. Mais activité t'as quoi dedans? juridique, ça veut dire T'as les avocat, commissaires notaires. priseurs et tout? Oui. On vérifiera. En tout cas, tu as les notaires, évidemment. D'accord. Donc, ça fait quand même beaucoup. Tu as les avocats, tu as les experts judiciaires. Enfin,
Wow. Donc, t'as beaucoup de... D'accord. Tu as à peu près 100 000 sirènes. Voilà, pour D'accord, faire ça. ok. Sauf que tu as 30 000 avocats en France. D'accord, donc tu as du bruit, enfin, tu Donc, as t'as un bruit 70 énorme. 000 déchets. Et ok. je te parle d'avocats. Mais là, toi, tu me dis avocat Ouais. en propriété intellectuelle à Ouais, Lens. bah ouais. Donc, tu comprends la difficulté. Qui porte un pull comme nous. Il n'y a pas de code 9 pour ça. Donc, ça veut dire que la particularité de Marketing en créant ce moteur de recherche, c'est en plus de faire une recherche par code NAF, ce que tout le monde fait, quand je dis tout le monde, c'est les acteurs, je dirais, classiques. Nous, on a rajouté ce moteur de recherche. Évidemment, il faut que l'entreprise ait un site web. Mais à partir du moment où elle a un site web, on analyse des mots. Et donc, ça permet d'avoir une pertinence très forte. Parce que si je reprends ton exemple, je ne vais pas simplement mettre avocat. Je vais mettre avocat, propriété intellectuelle. Et ensuite, donc, je vais identifier des entreprises. Forcément, on va identifier des URL, des entreprises. Et derrière, je fais une segmentation beaucoup plus classique par commune, par exemple, ou par région. Et là, j'ai mes avocats. D'accord. En fait, ce qui veut dire qu'en fait, le code NAF va te permettre de ne pas avoir à rigueur, de ne pas avoir de coiffeur et de cordonnier. Tu vas dire, OK, profession juridique. J'ai 30 000 avocats, j'ai 70 000 qui ne me servent à rien. Par-dessus, je vais aller regarder les différents sites web où là, je vais chercher spécifiquement le mot avocat. Si j'ai de la chance, ils vont m'indiquer... Non, ça, tu vas sur le code NAF éventuellement. C'est le siège social, dans quel département il est. Mais du coup, tu peux croiser. Donc là, j'ai le département profession juridique. Sur son site internet, je vois qu'il est avocat. C'est comme ça que ça se découperait. En temps normal ? Ouais. En temps normal, non. En fait, en temps normal. Non, avec ton outil. Avec mon outil. Non, avec ton outil. Alors, sans outil. Je tape profession juridique code NAF, je me retrouve avec 100 000 résultats. Il y en a 30 000 d'avocats, 70 000 d'autres. Ça, tu peux pas savoir. Et ça, je peux pas savoir qui est qui, en fait. Non, aujourd'hui, la chose la plus simple à faire, c'est de taper avocat Lens sur Google. C'est quand même... Ou bien tu vas sur l'ordre des avocats et tu vas essayer de taper, voilà, et tu vas avoir des listes et des listes. Et bon, voilà, et évidemment, l'ordre ne va pas non plus... Non, ils ne vont pas mettre en clair, bien sûr, retenir en pâture. Et puis après, ça, c'est une vraie politique entre les syndicats professionnels, les fédérations. Certaines vont mettre en ligne les adhérents, d'autres pas. Enfin, voilà, ça, c'est très particulier. Oui, après, c'est une question de politique. Et puis, je dirais que quand tu fais cette recherche sur Google, par exemple, Bing ou qui tu veux, tu vas avoir tes résultats, mais tu t'arrêtes là. D'accord. En fait, alors que sur notre solution, c'est je tape avocat, propriété intellectuelle, ok, j'ai des résultats. À Nantes, surtout. À Lens. À Nantes ou Lens. Ouais, oui, mais ça, c'est après. Après, je filtre. D'accord. Tu me dis, bon, tiens, à Lens, j'ai mes résultats. Est-ce que j'ai... donc, je vais avoir le nombre de cabinets. Après, est-ce que j'ai des téléphones? Est-ce que j'ai des mails? Est-ce que j'ai envie de les Je travaille mieux avec des femmes, en fin de compte, maintenant que j'ai réfléchi. Tu es capable d'aller jusque-là? Avec des femmes? Ouais. Je préfère une avocate. Alors c'est... Non, mais alors... c'est pas une question piège, hein, c'est vraiment... tu me donnes un système, moi j'essaye de jouer sur truc. Je vais te répondre à cette question-là d'une autre façon. Mais une fois que tu as identifié les entreprises, est-ce que j'ai des mails, des téléphones, j'appuie sur le bouton et je reçois mon fichier sur Excel. D'accord, ok. Et donc, on passe de la data à l'information. C'est-à-dire que, et ça, évidemment, Google ne peut pas te le proposer, puisque tu as un fichier qui arrive tout frais dans ta boîte mail. Et j'ai quoi dans ce fichier? Dans le fichier, il y aura toutes les données légales et financières qui ont été publiées par les entreprises. Nous, on ne va pas traiter l'information, on ne va pas la modifier. Non, bien sûr, on prend l'information qui existe et on la met à disposition. Mais j'ai quoi? J'ai le nom, prénom, j'ai le téléphone, j'ai la rue, j'ai le... C'est tout ce qui est... Le point de départ, c'est tout ce qui est en accès libre. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de piratage, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de dark web, il n'y a pas un routeur Tor sur Onion Router qui va... D'accord, ok. Non, il n'y a pas de business model que tu peux quand même créer sur... Enfin, tu peux, mais enfin, en tout cas, c'est pas la politique et c'est pas l'éthique et la mentalité de marketing. En tout cas, c'est que de la source ouverte, évidemment. Okay. Soit, ça veut dire... Je vais encore plus loin parce que sur certains sites, tu as des formulaires.
S'il y a des formulaires, il n'y a pas de téléphone. Pas de téléphone, bah, voilà, point. On s'arrête. D'accord. Ok. Mais, et on n'a pas la prétention de dire on a une complétude de 100%. Ça n'existe pas. Ouais. Nous, l'objectif, c'est de dire vous ne savez pas par où démarrer, on vous aide, on vous apporte une solution et vous pouvez commencer. D'accord. Ça, c'est le plus important, Ok. en sachant qu'à la fin, bah, tu n'auras pas L'idée aussi, c'est que le fichier que tu reçois soit utilisable. Si tu reçois un fichier de 5000 lignes qui te coûte un bras et que tu n'utilises pas, c'est un peu dommage. Donc, on va peut-être démarrer avec un fichier plus petit Ouais, que tu je peux comprends. utiliser. D'accord. Et que Comme base de travail. Maintenant, sur la question de homme-femme, je vais te répondre, mais en parallèle, on a, nous, créé ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, c'est un lématiseur. C'est-à-dire qu'on va chercher la racine du mot. D'accord. Ce qui fait qu'on va faire des recherches lorsque le mot est dans notre dictionnaire. On va faire une recherche en genre et en nombre. Ok, d'accord. Donc, ton exemple d'avocat est intéressant parce que un client n'aura pas envie de faire 4 recherches pour faire avocat au singulier et avocate au pluriel. Ouais. Tu mets avocat, on lématise et on récupère. Parce qu'en fait, tu vas prendre, si je tape avocate, tu vas faire un pas en arrière en mettant la racine avocat. Exactement. Et tu vas faire après tous les Genre suffixes. Tu vas rajouter un S, tu vas rajouter un E, tu vas rajouter un ES. Voilà. D'accord. Et, Ok. et tout ça derrière, c'est aussi c'est beaucoup plus de résultats et c'est beaucoup plus de valeur ajoutée qu'on apporte. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au quotidien de se dire comment c'est gérer la base derrière, le fait de devoir gérer les pluriels, les féminins, les machins. Donc, ça me va très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire un insert dans ce truc-là, parce que je sais ce que tu fais, je sais pour qui, mais je ne sais pas ce qui t'a amené dans ce métier. Et je pense que c'est important d'expliquer le parcours. Moi, je veux dire pourquoi, déjà, à un niveau personnel. Je donne un exemple qui est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, vous êtes au courant, tout le monde parle d'IA. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens. Pourtant, tu les vois, hein, ils ont des cheveux blancs comme toi et moi, tu vois. Et les mecs, t'as l'impression que la carrière a commencé en 2023 avec ChatGPT. Tu vois. Je suis expert IA depuis 2023. Mais tu faisais quoi avant? D'où tu viens? T'es expert comme ça et je dois l'accepter. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais par contre, moi, ton parcours, je le connais, mais du coup, c'est pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui t'a amené là? Marketing 2026, c'est une chose, mais c'est quoi le parcours? Qu'est-ce qui fait que du coup, tu t'es construit aussi cette légitimité avec le temps? Peut-être des choses que tu as fait avant qui étaient en rapport et qui, du coup, que tu utilises aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un rétro sur Volontiers, ce parcours-là? Pas souvent l'occasion de parler de moi, mais volontiers. Le fil conducteur de mon parcours, c'est l'information. Ok. C'est le maître mot. C'est-à-dire que j'ai commencé il y a un certain temps dans des cabinets d'études, de conseil. Et il fallait aller chercher l'information. C'était encore l'époque où, j'ai envie de dire, Internet existait, hein, je te rassure. Mais on n'était pas noyé sous l'information. La difficulté, c'était d'aller chercher l'information, de la collecter, D'accord. de l'analyser, de la valoriser, Hmm. et ensuite de lui donner un sens, de la prioriser, de la hiérarchiser. Voilà. Ça, c'était le travail qui était fait. Alors, j'ai fait ça dans des cabinets d'études où je m'occupais beaucoup du marché Europe, en fait, de l'analyse sectorielle des marchés européens. Après, j'ai fait ça dans des cabinets d'intelligence économique. Donc, c'est passionnant parce que à partir d'une problématique, il faut aller chercher l'information, il faut la croiser, il faut la traiter. Donc, ça, c'est vraiment passionnant. Et donc ça, c'est le maître mot. Et puis, voilà, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et puis, j'ai eu aussi une réflexion sur comment allait évoluer mon métier. Et je voyais bien qu'à un moment, mon métier avait totalement changé. Là, les débuts d'Internet, à un moment, ça s'est vraiment numérisé, ça s'est accéléré, exactement. ça s'est smartphoneisé, tout ce que tu veux. Quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je te disais tout à l'heure, on est dans un monde où il faut aller chercher l'info, à un monde où il y a trop d'infos, et il faut faire le travail inverse. C'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on est submergé par la donnée, par la data. Ouais. Et la data, il faut la rendre intelligible et en faire une information. Moi, ça me fait penser je fais un insert par rapport à mon métier, mais qui est assez intéressant. Ça me rappelle toute cette période où il y avait un gros travail en fait, de numérisation de l'information. En fait, Internet, ça a commencé pour les plus anciens, fin des années 90, etc. Et en fait, notamment tout ce qui est...
c'est pas hors sujet parce que tout ce qui est bibliothèque, tout ce qui est sonore, les gens qui ont numérisé leurs CD, en fait, il y avait plein de trucs qui existaient dans le monde physique et qui n'existaient pas en fait dans le monde numérique. Donc, je pense qu'au début, il y a eu ce gros travail-là. Je fais pas un lien directement à ton métier, mais moi, ça me rappelle cette époque. Il y avait énormément de marchés publics, notamment sur numérisation de telle ou telle archive, où en fait, toutes les données étaient dans des bouquins un peu comme celui-ci. Il fallait faire rentrer dans le monde numérique. Donc, je pense qu'on est rentré dans un truc au début, comme si on n'était pas surchargé d'informations, parce que l'information était là. Elle était physiquement en fait dans des pages. Ensuite, c'est comment tu indexes, comment tu machin. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat pour les gens qui ont eu à faire ça à l'époque. S'il y a un guest qui veut se désigner, je prends avec plaisir. Mais je pense que effectivement, au début où l'information numérique existe, mais elle n'est pas surchargée jusqu'à d'un seul coup, t'en as de partout. Je pense qu'effectivement, tu as dû vivre un shift assez intéressant en fait. Alors ça, c'est effectivement c'est un premier point. Et puis du coup, c'est aussi une réflexion personnelle de comment, tout simplement, comment va évoluer le métier de consultant, parce que c'était ça mon métier. D'accord. Et donc, une fois qu'on a dit la data va à un moment ou à un autre tout submerger, parce que c'était un peu ça l'idée, et que mon métier va changer, comment je m'adapte. D'accord, ok. On est en quelle année, c'est quelle période pour donner Là, on est dans les années, c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus. D'accord, voilà, ok. pas tout à fait. Et, enfin, un peu plus, je dirais, voilà, une grosse dizaine d'années. Et, début 2010, 2010-2015. Ouais, 15, voilà, autour de 14, 15, 16. D'accord. Et à ce moment-là, je développe une activité en solo. D'accord. Jusque-là, tu étais salarié. Et Ouais, après, tu montes ta boîte. Et donc, en solo. Et je cherche finalement à faire ce que je faisais en salariat, mais en ajoutant une dimension plus prospective. D'accord. De stratégie et de prospective. Là, je me suis un peu, je dis pas pris le mur, mais j'ai fait face à des difficultés qui étaient, je dirais même très culturelles. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on a du mal en fait à se projeter, à se dire bon bah c'est quoi une entreprise c'est quoi mon entreprise dans 15 ans, c'est quoi le pays dans 15 ans, etc. Quand même, il y a des pays qui réussissent à mettre en place avec plus de facilité. C'est toujours compliqué. Chantiers, des projets long terme, etc. À se projeter. Voilà, okay. À se projeter et à se dire, voilà, on a un objectif et ce n'est pas une question droite-gauche ou quelque chose. Non, c'est voilà, un objectif qui doit être partagé. Il est transpartisan, il est embrassé par l'ensemble de la société d'une certaine manière. Et donc il est... les alternances n'auront pas de changement là-dessus. N'oubliez pas ton idée suivante, parce que c'est intéressant. J'ai un insert par rapport à ça. C'est qu'on est mauvais pour faire globalement. Par contre, il y a des fois, on fait une fixette sur un sujet et là, on est capable d'exécuter parfaitement la partition. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit c'est vrai, sauf un exemple qui est la fibre. Il y a un mec en 2000 ou 2005 qui s'est dit la France, elle va être fibrée d'ici 10 ans. Et d'un seul coup, ils ont mis en branle tous les opérateurs. C'est un sujet qui est différent, mais c'est pour te montrer qu'on est capable de faire sur certains sujets. Et ils se sont dit, et là, d'un seul coup, tout a roulé. Comme quoi, on est capable de le faire. Mais je suis d'accord avec toi. Ah, mais je dis pas qu'on n'est pas capable. Hein. Ah non, mais je sais pas ce que tu as dit. Mais cet exemple-là, je me suis dit, il y a cet exemple de la fibre, parce que j'ai bossé brièvement dans ce domaine-là. Donc là, la France est capable de le faire. Je veux que toute la France soit fibrée en 2015. Là, ils ont su exécuter bizarrement sur ce sujet-là. Peut-être que tu avais les bons chargés de projet. Et là, ça a été transpartisan. On a changé de président 2 fois, ça a fonctionné. Donc, comme quoi, on est capable de faire. Mais je suis d'accord avec toi que globalement, sur la plupart des projets, on n'a pas ce drive. Et donc, donc le fait, absence de projection. Mais toi, tu te projettes du coup et tu dis qu'est-ce que va être mon métier demain. Ouais, exactement. D'accord. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'ai cette réflexion sur la data, j'ai cette réflexion sur la prospective. Et puis, je vois que ce n'est pas forcément un sujet qui prend, en fait, au niveau des entreprises. Alors, probablement que je me suis aussi mal débrouillé, hein, mais il y a quand même un substrat. C'est-à-dire que... Sur quoi tu mets ça ? Parce que l'entreprise a besoin de prospecter. Oui, mais c'est un coût. C'est-à-dire que ça veut dire que derrière, il faut... je ne peux pas monopoliser... Ils ne sont pas prêts à changer leur méthode. Ce n'est pas juste une question de méthode. C'est vraiment, quand on parle de prospective, c'est vraiment c'est intégrer des éléments qui sont extérieurs même à l'entreprise. Ça va beaucoup plus loin que la mise en place d'une stratégie. Mais ça demande du temps. Ça veut dire que tu monopolises des gens pour
pour une activité, donc c'est du temps par rapport à leur job au quotidien. Enfin voilà, il n'y a pas forcément cette appétence-là qu'on va peut-être davantage retrouver dans certains autres pays. Tu parles à l'époque où tu as cette réflexion. Ouais, exactement. D'accord, ok. Et bon, voilà. Et puis après. Donc, tu as ce mur-là, en fait. Voilà. Et puis c'est après. Que t'as une solution, t'es en avance sur ton temps, quelque part. Ouais, c'est gentil. Là, si, parce que. Non, mais quelque part. Ouais, si tu veux. Mais. On peut dire ça comme ça. Ouais, et puis après, voilà. Et puis après, le hasard fait que, par un ami commun, je rencontre donc mon associé, on commence à réfléchir ensemble, à travailler ensemble, chacun séparément à ce moment-là. Comment il s'appelle ton associé? Charles-Antoine, d'accord, Charles-Antoine Daupe, qui est donc mon associé aujourd'hui. Donc c'est un ami en commun qui vous met en relation. D'accord. Mais vous ne connaissiez pas avant? Non. Ok, d'accord. Et donc, lui, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on est sur des parcours totalement différents. Donc, la question de l'association, elle n'est jamais neutre. Elle est jamais facile. Alors, excuse-moi, mais là, c'est la question que j'allais te poser. Mais on a triché, on a parlé avant le podcast. Bah ouais, c'est comme ça. Ouais. Mais, blague à part, pour les entrepreneurs qui nous regardent, moi, ma boîte, je suis l'associé unique. Et la simple idée de laisser le volant à quelqu'un d'autre me fait flipper. Alors, toi, dans ton cas, tu es sur un métier qui est hyper technique. Donc, je comprends, j'imagine que ton associé, il a un profil peut-être très tech, très ingé. Ou là, toi, tu es plus le consultant à la data et vous adossiez, en fait, vous fusionnez vos compétences, c'est ça? Effectivement, on est très complémentaires. Je pense que ça, beaucoup de gens le diront nettement mieux que moi, deux associés qui sont identiques, bah, forcément, ça ne marche pas. Ouais. Deux associés complémentaires, bah, c'est intéressant. Par contre, ça veut dire qu'il y a complémentaire, ça veut dire différent. Donc, c'est-à-dire des cultures différentes, c'est-à-dire des fonctionnements différents. Donc, il faut s'apprivoiser, il faut se connaître, et puis il faut que les défauts ne soient pas les mêmes aussi. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Juste un point. Désolé, je fais une fixette là-dessus, mais moi, ça m'impressionne. L'ami en commun qui vous a présenté, il vous a présenté dans cette optique du genre, tiens, je connais Albert, mais je connais les deux, vous feriez un matching de ouf, ou genre, tiens, je vous présente, rien à voir, et vous discutez, vous dites, mais attends. Non, c'était parce que on était il voyait à peu près lui ce que je faisais. Lui, c'est un très bon ami à moi. D'accord. Il voit. On a beaucoup discuté de ce qu'on faisait, etc. Il me dit bah tiens, je connais quelqu'un. Ce serait intéressant que tu rencontres. On s'est rencontrés, on a travaillé. Et puis moi, je me suis pris au jeu, c'est-à-dire que je me suis intéressé à ce qu'il faisait. D'accord. Et donc j'avais en face à moi un pur ingénieur. C'était un entrepreneur aussi ou il était salarié à l'époque? Il était salarié. D'accord. Il était en sortie. Et donc tu as dit qu'il ton job vient bosser à Non, il avait déjà quitté. Je n'ai pas pris cette responsabilité. Mais non, il avait déjà en fait créé même le nom marketing, c'est lui qui l'a trouvé. Donc il était déjà, mais il était lui dans une approche qui était très, je dirais, ciblage commercial. Et moi, je venais pas de cet univers-là, je venais plus de l'univers de l'information, de l'analyse concurrentielle. Mais par contre, ce que j'ai pas dit au début, effectivement, c'est que pendant 20 ans, j'étais un très gros utilisateur de bases de données. D'accord, ok. Dans tous les sens, des bases de données financières, d'informations, de brevets, de ce qu'on veut, économique, enfin voilà. Donc, je voyais... Ma journée était aussi rythmée par la recherche d'informations à partir de bases de données. Donc, j'avais cette appétence-là, j'avais cette expertise, en tout cas cette expérience, on va dire. Et en discutant, j'ai dit, mais écoute, en fait, on va peut-être rajouter une deuxième jambe, en fait. Parce que finalement, la data, on la tourne dans les sens que l'on veut. On peut lui donner différentes finalités. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. D'accord, ok. Et on a commencé à répondre à des clients ensemble. Et puis après, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va peut-être sauter le pas. Voilà. D'accord. Donc là, on est... Là, on est en 2018. D'accord, ok. D'accord. Donc 2018, d'accord. C'est quoi à l'époque, même si on en a parlé un peu au début du podcast, mais qu'est-ce que vous avez créé qui n'existait pas avant, pour faire simple? Qu'est-ce qui existait avant? Je suis Dirko,
On est en 2018, quoi. Attends, 2018, c'est la modernité, quoi. On peut pas faire plus moderne que 2018, c'est le temps présent. Je suis directeur commercial, je vais cibler, j'ai quoi devant moi comme outil? Et quelles sont les limites et c'est quoi les murs que je me prends? Ouais, il y a deux choses. Il y en a une qui ne dépend pas de nous, je dirais, c'est tout le mouvement de l'open data. Et donc, c'est l'ouverture, l'accès à la base sirène de l'INSEE. Déjà à l'époque, en 2018, ils avaient ouvert le truc? Oui, ça a commencé. Ah ouais, ok. Wow. Ah, je crois que Ça a été quelques années. Non, c'était quelques années avant. Ouais. Avant? Oui, ah 2017, je crois, 16, voilà. 16-17. Voilà. Non, mais insert, on dit que le gouvernement français est nul, mais. Non. Alors, on va revenir là-dessus. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça aussi, c'est intéressant. Au début, la France est un peu, je dirais, un peu, entre guillemets, à la traîne sur l'ouverture des données open data. Et puis après, il y a une grosse accélération qui est prise. Alors, au départ, l'histoire de l'open data, elle remonte, on va dire, au début des années 2005-2010. Inspiration anglo-saxonne, États-Unis, Angleterre, Commission européenne. Voilà. L'idée, finalement, c'est quoi? C'est de donner accès aux citoyens, accès à des données qui sont collectées grâce à l'impôt. Donc, il y a une histoire de transparence. Oui, bien sûr, vis-à-vis des administrés, etc. L'autre penchant, l'autre idée, c'est de dire, en mettant à disposition, on évite à d'avoir disposition des ces données, on va générer de nouveaux services, de nouvelles idées, et ça va être un plus pour l'économie. L'intelligence collective. Oui, c'est la création d'entreprises, quoi. Parce que j'ai des idées, voilà, je récupère les données de la RATP. Bon, très bien, je vais créer une appli, je vais créer une société qui va permettre de. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, il y a un versant économique et un versant, on va dire, transparence citoyenne. C'est pas du tout ce que j'avais vu. Moi, c'était plus, je leur mets en open data, comme ça évite qu'ils nous fassent des demandes et qu'ils nous envoient des courriers, des recommandés, on en a marre, et comme ça, Germaine, elle fait autre chose. Non, c'est parce vraiment que pas que ça. Il y a les deux. Oui, bien sûr, il y a le self-service, ça évite d'engorger les bureaux et les guichets de demande. Mais en plus, aujourd'hui, par exemple, il y a le site data.gouv.fr qui met en accès libre toutes les informations en open data qui sont générées par les autorités publiques. D'accord, alors ça, on va en reparler à la fin. Ça, c'est une chose. Ouais, ça, c'est Mais après, à partir de ces données-là, libre à toi d'avoir une idée et de créer une entreprise qui va apporter évidemment un service supplémentaire. L'idée, c'est pas de dire. Ça a été vraiment pensé comme ça ou c'est ce qui s'est passé où les gens ont créé des trucs, ils ont dit mais c'est pour ça qu'on l'avait fait. Non. Ils ont vraiment fait l'open data dans l'idée de qu'on va libérer l'information. Ça a vraiment. Je dirais que c'est un peu des deux, encore une fois, parce que c'est l'occasion qui a fait le larron. Non, parce que faut pas oublier que c'est d'origine anglo-saxonne. Ah, donc il y a déjà eu. Il y a toujours une histoire de business avec les Américains. Ah, voilà. Je comprends. Donc il y a déjà eu des cas de mais c'est les deux. Enfin, je pense que c'est vraiment important. Alors, est-ce que c'est l'œuf? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est la poule et l'œuf? Ok. L'œuf ou la poule, voilà. Mais en tout cas, il y a ce premier point-là, et la France va énormément accélérer. D'accord. Accélérer dans les années, c'est le mandat François Hollande, en fait. Clairement. Okay. Voilà, c'est celui-là. Avec Axel Lemaire, avec Fleur Pellerin, pour citer, voilà, c'est eux qui ont lancé. Après, il y a eu un ministre qui a flairé le truc et qui a dit tiens, ça serait intéressant de récupérer le sujet, et qui est devenu président par la suite. Ah, d'accord. Mais au début, il faut quand même rendre hommage. Enfin voilà, au départ, c'est quand même Axel Lemaire et Fleur Pellerin qui sont au départ de la manœuvre. D'accord. Et peut-être d'autres, je ne sais pas si j'en oublie. En tout cas, c'est historiquement. Enfin, les premiers mouvements, on va dire, où la France commence à rattraper. Et la France est systématiquement parmi les leaders mondiaux en termes d'open data. Okay, wow. Et ça continue. Voilà. Ça, c'est un point important. Okay, donc, ça veut dire qu'il y a, pour faire simple, dans les bases qui vont nous intéresser, évidemment, il y a la base de l'INSEE, Sirène, il y a la base du BODAC, il y a l'INPI. Alors voilà, c'est de l'open data, et c'est mis à jour. Parfois, il faut frapper plusieurs fois parce qu'il y a des retards, et donc plusieurs fois à la porte. Voilà. Mais globalement, ça tourne, c'est bien, c'est très bien. Okay. Ça, c'est une vraie innovation parce qu'avant, il fallait acheter les données chez Infogreffe et évidemment, les grands acteurs pouvaient se le permettre. Oui, bien sûr. Voilà, mais ça, c'était pas gratuit. Ouais. Okay, mais tous les autres ne pouvaient pas. Donc en fait, sans ça, il n'y aurait pas eu de marketing. Sans
sans cette ouverture, l'open data, l'accès, Ah etc. bah oui, aux données. clairement. D'accord, ok. Enfin, D'accord. disons que c'est la conjonction de ça. Après, qu'est-ce qu'on a, nous, rajouté en plus? Un moteur de recherche. D'accord. C'est Ok. ça qui fait la vraie une différence. Donc, Après, c'est un moteur de recherche propriétaire. Vous avez propriétaire. dû le développer vous-même. On va avec même, vos je vais te propres- dire, on utilisera un mot un peu qui est pas mal à la mode en ce moment, qui est souverain. Oh. Voilà, c'est-à-dire que c'est un moteur de recherche B2B, souverain, D'accord, propriétaire, qui nous appartient et qui fait une partie du job et donc qui permet d'identifier des entreprises parce qu'évidemment, tout ce travail, c'est énormément de tests et de l'amélioration continue. D'accord. Parce que quand on compare le moteur d'aujourd'hui avec celui qui existait il y a C'est la 5 question ans, que je vais te poser, c'était à quelle version là, du moteur? La je sais V... pas, on doit être V79. Non, mais blague à part, tu non, regardes non, le mais, numéro de version en bas. non, mais c'est C'est un truc que tu regardes depuis, quoi, en fait. oui, parce que bon, parfois on a versionnisé, mais c'est pas. La technologie n'a rien à voir. Tu prends ton premier moteur à celui C'est de... pas que la technologie, c'est que d'abord on rajoute des éléments Ok, et surtout on améliore. d'accord. Et donc ça nous permet derrière d'avoir encore plus de réponses, quoi. D'accord. Et c'est ce moteur de recherche qui fait que si... Parce que c'est pas tout d'avoir le moteur. C'est-à-dire que tu collectes, c'est très bien. Ouais. Donc ça, c'est, je dirais, le premier effet qui se coule. C'est-à-dire que ça, c'est ce que peut faire les moteurs SEO, enfin voilà, les moteurs de recherche classiques. Bon. Mais il y a un deuxième point qui est fondamental, c'est qu'on va faire le lien entre le monde du web et les bases légales. Ouh. C'est ça la force. C'est-à-dire que parfois, le site Internet reprend exactement le nom de la raison sociale, mais parfois non. Donc, on peut avoir des noms commerciaux qui utilisent le site Internet, mais la raison sociale est différente. On peut avoir plusieurs mots, mais on va en garder qu'un seul. Enfin, on peut avoir des différences. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là aussi, idéalement, lorsqu'il y a des pages mention légale, on va identifier le sirène, mais on est en France. Et donc, les pages mention légale, elles ne sont pas toutes bien respectées. Puis des fois, il n'y en a pas. Alors que c'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Il faut qu'il y en ait une. Non seulement il faut qu'il y ait une page, mais il faut qu'un certain nombre d'informations soient bien présentes dans la page. Bon. Voilà. Attends. Excuse-moi de te couper, mais c'est vachement intéressant. Parce qu'encore une fois, t'en as qui nous suivent et t'en as qui disent, je ne sais pas de quoi ils parlent. Il y a une grosse différence entre le non commercial et la raison sociale. Moi, un exemple que je prends souvent quand j'ai des stagiaires ou des jeunes, je prends l'exemple des restos chinois, en fait. Le Dragon d'Or, je peux t'assurer que tu vas sur le cabis, ça s'appelle pas Dragon d'Or, le truc. Il s'appelle SRL Pyongyang Wanching. Désolé, c'est pas raciste. C'est comme ça qu'il s'appelle souvent. Donc, il y a une différence entre le nom affiché sur le resto et la vraie raison sociale qui est sur la base. Et si c'est vrai pour un resto chinois, je ne parle même pas de 13 millions de bases. Donc, effectivement, toi, tu fais le matching entre le nom commercial qui fait joli et le vrai nom, en fait, qu'il y a derrière. Et des fois, c'est l'un, Parfois, c'est la même chose. Et des fois, c'est la même chose. Mais quand c'est pas le cas, du coup, tu arrives à recouper. Alors, on a tout un système et toute une grammaire interne. Ça, c'est notre sauce à nous. Naturellement. Qui nous permet d'identifier et d'améliorer régulièrement, je dirais, ce qu'on appelle, nous, la sirénisation. C'est-à-dire, c'est la capacité à relier un site web avec un numéro sirène. Et c'est-à-dire, l'air de rien, c'est quand même faire converger deux mondes qui ne se parlent pas. Parce que d'un côté, il y a les bases légales qui sont normées. Ouais. C'est du XML, c'est carré. Faut imaginer un énorme fichier Excel avec 300 colonnes et 13 millions de lignes. Ouais. C'est à peu près ça. Et de l'autre côté, de la donnée qui n'est absolument pas normée. Ce sont des mots qu'il faut faire rentrer justement dans des... D'accord. Donc en fait, votre moteur de recherche, c'est une espèce de traducteur entre ces deux mondes. Un hyper normé, l'autre hyper flottant, avec des sémantiques qui partent dans tous les sens. Et tu essaies de faire la jointure entre les deux. Si tu veux, donc quand on parle dans l'un, ça retrouve dans l'autre. Ça veut dire qu'à partir d'un mot, tu mets un mot, tu peux identifier des entreprises et après tu fais une recherche comme tu la ferais dans une base de données normale. Je veux des entreprises qui sont dans telle région avec tel effectif ou tel chiffre d'affaires, etc. Sauf qu'au lieu de partir du code NAV, ce qu'on fait évidemment, bien sûr. On va rajouter, on peut aussi dire, attendez, on peut partir sur les mots. Et là, c'est autre chose. D'accord. Et donc, en fait, l'avantage que vous avez, du coup, c'est que vous faites ça depuis, on va dire, 2018. Et donc, vous avez itéré, etc., etc.
Je pose une question, je sais pas si elle est pertinente, mais je vais la poser parce que je suis curieux. Quelqu'un qui nous regarde et qui dit « Ah, bah, tu sais quoi, je vais faire comme eux. C'est une bonne idée. » Qu'est-ce qui fait qu'il pourra jamais vous rattraper parce que vous avez ces 8 ans d'avance? Est-ce que c'est une bonne question? C'est une très bonne question. Tu vois? Non, mais c'est une très bonne question parce que c'est quoi le boulot à faire? Tu sais quoi, c'est une bonne idée sur le truc, je vais copier. Yes. Bon courage parce que déjà. Sans ouvrir le capot, bien sûr, sans ce que tu fais. Non, mais c'est une très bonne question parce que toi, tu la avec poses. l'IA, qu'est-ce qu'il y a? Je vais recopier son truc. Tu vois. Alors, toi, tu la poses de manière un peu provoque et comique, mais nous, on a parfois, quand on rencontre des prospects, on a des gens extrêmement sérieux qui nous disent. Mais je fais en interne le truc. Mon alternant. Moi, je mets 3 devs et dans 6 mois, j'ai ce que vous avez là. Exactement. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Vas-y. Vas-y. Non, mais pourquoi? Non, mais vas-y. Est-ce que tu les retrouves 6 mois après, tu dis alors ils sont vos 3 devs? Vas-y, parce que si dans 6 mois après, tu l'as, bravo. J'ai envie de dire bravo. Bien joué. Mais probablement que dans 6 mois, tu ne l'auras pas. Quoi. Je peux faire un insert, excuse-moi, parce que je vais raccrocher ça à mon métier, mais c'est vrai aussi en tant qu'entrepreneur, des fois, vous avez cette objection. Moi, des fois, j'ai des gens qui vont me dire mais pourquoi je passerais par vous, en fait? Je peux prendre un alternant et puis il va répondre aux appels d'offres. Je veux dire, pas de souci. Déjà, il va lui manquer les 4 premières années qui sont fondatrices. Donc déjà, on est en 2026, on se revoit en 2030. Et il va lui manquer mes 15 ans d'expérience. Mais on peut faire ça. Mais du coup, on va attendre 15 ans. Mais quand il en aura 15 ans, moi, j'en aurai 30. Et j'aurai toujours un plus 15. Donc en fait, achetez mes 15 ans maintenant, vous êtes tranquille. Plutôt que d'attendre votre alternant en 2045. Alors, là, c'est des domaines complètement séparés. Mais toi, c'est un peu séparé. Je vais le faire en interne. On se revoit dans 8 ans. Mais nous, on aura aussi avancé 8 ans de plus. Voilà, c'est-à-dire que quand je te dis, vas-y, oui. Après, en même temps, il ne faut pas non plus être trop orgueilleux parce que l'orgueil, ça te nuit. Bien sûr. Donc, il faut faire attention. Mais aujourd'hui, c'est évident qu'on fait des choses. Et nous, les premiers, on utilise l'IA pour accélérer le code, par exemple, de manière assez phénoménale. Et évidemment que ce que l'on a fait aujourd'hui, on n'a pas mis 7 ans pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est vrai que lorsque je me retourne, je me dis, bon, il y a 7 ans, on pensait avoir un produit, c'était plus un projet, même si c'était bien ficelé. Je veux dire, ça fonctionnait. Mais c'est vrai que voilà, on a su aussi évoluer et s'améliorer au fil du temps. Mais, comment dire, il y a ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y a ton expérience personnelle avant AoConquête et ton expérience d'AoConquête. Voilà. Et donc tout ça, ça se mélange. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est ce qu'on dit en général. Mais combien de temps vous avez la réponse? On dit 30 secondes plus 7 ans. Oui, c'est-à-dire que pour arriver à vous donner une réponse rapidement, c'est aussi l'expertise, même l'expertise d'avant marketing, parce que j'ai utilisé des bases aussi. Donc je sais, quand je discute avec des clients ou des prospects, je les challenge énormément en leur disant, attention, mais là-dessus, est-ce que vous êtes sûr? Parce que si on va dans cette direction-là, on risque d'avoir tel ou tel problème. Etc. Et bien souvent, alors que c'est pas mon métier, puisque moi j'ai face à moi l'expert métier, puisque c'est il dit, ah oui, non, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. D'accord. Donc, en fait, tu as donc, c'est régulier, ça. Bien sûr. C'est régulier en disant, ah, mais non, mais ça, je n'avais pas pensé à ça, etc. Mais alors, si on fait ça... Et donc, moi, j'apporte toute cette connaissance métier. Bien sûr. Mais tu te nourris aussi de celle de tes clients et du coup, tu améliores ta propre base, etc. Donc, Mais ceci étant, oui, il ne faut pas être non plus orgueilleux parce qu'aujourd'hui, on fait des choses de manière beaucoup plus rapide. Ça, c'est évident. Mais il y a quand même, quand je vois... Toi-même aussi, tu vois les gars sur LinkedIn, tu dis voilà, j'ai fait le truc. Justement, c'est ça que j'allais te dire. Moi, t'as plein de gens qui vont dire non, mais ça sert à rien. Tu vas directement sur Google, tu demandes site LinkedIn directeur marketing /commercial / machin, et tu as directement tous les profils LinkedIn. Directeurs commerciaux ou communication machin, et t'as plus qu'à faire des clics droits et ouvrir 50 000 onglets et ou alors tu fais des copies, je sais pas où ils partent là-dessus, mais en gros c'est simple, tout est ouvert, tout est gratuit, donc quand ça sert à rien d'acheter des trucs de ciblage. Tu réponds quoi à ça en fait? Des balises en Google, tu vois, site égal LinkedIn, machin, tu mets rôle. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Guillemets et boum, tu vois.
si tu es un geek, que ça t'amuse, parce que tous ces gens-là en font, ils ont le petit truc, ça les amuse d'aller gratter, d'aller scraper, etc. Radin, il faut être vraiment radin pour aller Oui, chercher. radin, oui, peut-être. Ou geek. Ou tu joues geek, avec le, mais tu parce joues que avec tu le- joues, ok. parce Tu que joues c'est avec un le jeu. puzzle. C'est un puzzle et tu essaies de Voilà, résoudre. exactement. Et donc, Ok. ça, je peux le comprendre parfaitement. D'accord. Et après, tu as envie de communiquer en disant ah, regardez ce que j'ai vu. Mais tu fais un coup. Ouais. Quand tu es une entreprise et que tu dois te projeter et que tu vas dire bon, voilà, cette année, je dois viser tant de chiffre d'affaires ou j'ai un plan de prospection et je dois alimenter mes commerciaux avec un pipe de temps de prospects. Je ne vais pas Là, faire tu un peux pas coup. faire de brûler, tu peux pas C'est faire pas de la one volée, shot. quoi. Tu dois, ouais. C'est pas Ça doit être possible. récurrent, ouais, je comprends. Ça doit être récurrent. Et puis, je me souviens, je vais te raconter une anecdote. Il y a longtemps, j'avais participé à une formation très intéressante sur justement toutes ces histoires d'automatisation, etc. Ok. Et je me rappelle le cri du cœur d'un des participants à la fin de la journée, quand le formateur expliquait donc comment on pouvait aller. Alors, c'était des trucs à la fois un peu de... Alors, c'est un système où, pour avoir du gratuit, tu grattais toutes les offres gratuites de toutes les applis. Ouais, Bon, je vois très je veux dire, bien. honnêtement, tu n'as pas le temps de faire ça, Ouais. ok ? Mais quand bien même ça t'amuse de le faire, ça prend du temps. Et son discours, c'était quand même de dire, attention, quand vous voulez créer un fichier, pour qu'il soit propre, avant d'automatiser des envois, par exemple, il faut que vous vous assuriez que la qualité est là. Parce que sinon, Naturellement, ouais. c'est une catastrophe. Ouais. Et là, le cri du cœur d'un des participants, en disant, mais en fait, ça prend super longtemps à faire. Je croyais que tu m'avais vendu un truc, en 30 minutes, c'est fait. Et en fait, à la fin de la journée, il y était encore, quoi, le bonhomme. Ouais. Et le formateur lui a dit, mais oui, évidemment. Mais moi, ça me C'est rappelle, évident. moi, ça me rappelle deux trucs. Mon cerveau va relier des fois des trucs qui n'ont rien à voir, mais là, c'est le cas. Je me rappelle, j'avais vu un reportage, mais c'est dans cette idée de gratter, etc. C'était une famille qui n'achetait que des produits, tu sais, satisfaits ou remboursés. Mais ils faisaient toutes les courses du mois comme ça. Et je te jure, maman, papa, les enfants, ils passaient leur temps à faire des courriers pour dire que la boîte de raviolis, ça ne les satisfaisait pas, etc., etc. Donc, techniquement, ils mangeaient gratis. Ils payaient pas leurs courses parce qu'ils se faisaient rembourser. Mais voilà la gestion de faire les courriers par la poste, de gérer les... Enfin, tu peux jouer à ça ou tu peux juste payer ta bouffe aussi. Je pense que ça marche pas mal. Et sur le deuxième volet qui était du coup... ouais, le fait que ça prenne du temps. Ouais, mais ça, c'est... Et ça, c'est obligé. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça l'arnaque de tous ces postes qu'on voit. Ouais. C'est de faire croire qu'en 30 secondes, tu vas avoir quelque chose. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut, si tu veux quelque chose de qualité, après, ça dépend où est-ce que tu mets, évidemment, le curseur. Bien Tu sûr. n'es pas obligé de faire le top du top. Mais si tu veux quand même un minimum, parce que tu as des enjeux derrière. Si tu es en solo, bon, ok, l'enjeu, il est quand même limité. Mais si tu travailles dans une boîte, tu envoies un mailing automatisé sur plusieurs milliers de... Ouais, avec une cible assez conséquente. Donc, il y a Avec une vraiment cible risque conséquente. d'image. Et derrière, en fait, finalement, tu t'aperçois que tous tes mails partent en spam, que ton adresse est grillée, etc. C'est un peu compliqué. Donc, à chaque fois, on donne quelques conseils. On leur dit, voilà, attention, il y a des conseils vraiment importants à maîtriser, à connaître. Attention, assurez-vous au moins de suivre ces astuces. C'était ça la deuxième chose quand tu parlais de ça prend du temps, etc., et que ce temps est nécessaire. Je ne sais plus si c'est George Washington, je ne sais plus lequel, c'est un ancien président américain, vous ferez un fact-check sur Google, qui a dit un truc du genre, je vais paraphraser, un truc du genre, si on me donnait 4 heures pour couper un maximum d'arbres à la hache, etc., je prendrais les 3 premières heures à aiguiser la hache. Ce qui fait qu'en fait, l'heure suivante, tu coupes comme un taré. Donc en fait, là, les autres commencent à couper, c'est émoussé, ça marche pas. Il dit, moi, je passerai 3 heures à aiguiser. Ce qui fait que la seule heure où je vais bosser, j'ai coupé beaucoup plus d'arbres que les autres. Parce que j'ai passé ces 3 heures de préparation. Là où les autres sont allés là-dessus. Vous fact-checkerez, c'est du paraphrasage, mais je crois que c'est dans ce truc-là. Donc en fait, ouais, aiguisez votre hache, aiguisez votre type de prospection et commencez à pas cramer votre nom de domaine. Ce qu'on cherche. Et savoir ce qu'on cherche aussi. Ça, c'est aussi avant de dire je veux les trouver, est-ce que c'est ta bonne cible? C'est ça que tu veux dire en amont en fait? Oui, parce que ça, c'est un vrai sujet qu'on rencontre de manière assez systématique quand on discute avec des clients ou des prospects. C'est, bah oui, mais bon, moi, j'ai LinkedIn, j'ai ceci, j'ai cela. Bah, oui, mais si tu vas chercher
ton portable du directeur marketing. Ouais. Ok, c'est super. Mais est-ce que tu t'es renseigné sur la boîte? Pas juste les 2 mots qui sont définis par LinkedIn, par exemple. Ouais, tout à LinkedIn fait. c'est une super banque de données. LinkedIn, c'est pas le sujet. C'est la plus grosse CV tech au monde. Ouais, bien sûr. C'est pas le sujet. Mais malgré tout, parce que c'est le propre de toutes les bases de données, une base de données, elle se construit parce qu'on a une idée en tête. On ne peut pas tout faire. Et on va développer cette idée de départ. Certaines vont après se développer sur d'autres axes. D'accord. Mais lorsqu'on va chercher à atteindre d'autres objectifs, on se perd un peu dans les bases de données. Une base de données ne pourra pas tout faire. D'accord ? Donc, ça me fait penser, par exemple, à Factiva. Factiva, c'est une base de données derrière, qui est c'est un des leaders mondiaux. C'est de l'information. C'est toutes les revues, magazines quotidiens, etc., dans toutes les langues, sont indexés dans cette base-là. OK. Donc, pour ceux qui ont besoin d'informations, c'est extrêmement utile. Bon. Mais c'est de l'information. Puis après, ils ont essayé de se développer à un moment, je pense que c'est toujours le cas, pour proposer des données financières. Okay. En fait, ça ne marchait pas. C'était pas pertinent. Alors oui, bon, vous avez des données financières, mais en fait, tu as d'autres bases pour ça, qui ne font que de la donnée financière. D'accord. Donc tu ne vas pas aller chercher des données financières dans une base qui a été construite. Ils ont aiguisé leur hache sur l'information financière. Exact. Et donc ils ont aiguisé, et eux, en aiguisant, ils ont pris l'information. Ouais. Et là, c'est la même chose. LinkedIn, c'est un super moyen pour trouver des profils, etc. Mais faire le passage profil-entreprise, c'est déjà plus compliqué. Et lorsque tu as, et on revient à cette typologie d'entreprise, lorsque tu as, moi, c'était Automotive Industry. Vas-y, va t'amuser, Automotive Industry. Alors, t'es quoi? T'es un constructeur, t'es un concessionnaire, t'es un garage, c'est quoi? Ouais. Donc, l'industrie automobile, c'est très large. Mais c'est valable pour tous les secteurs, en fait. Mais ce que tu vas nous dire aussi, c'est que du coup, si tu dis ma cible, c'est les directeurs marketing. Tu dis, OK, mais un directeur marketing en dispositif médical, c'est pas un directeur marketing en banque qui n'est pas non plus... Donc si toi, tu appelles un... Voilà. Donc, il faut que tu aies de l'information sur l'entreprise. Alors, nous, notre postulat, c'est de dire, d'abord, c'est un peu l'histoire de l'âge, d'abord, tu vas cibler ton activité. Est-ce que tu cherches de l'industrie, du service, du BTP? C'est pas la même chose. Directeur marketing d'un groupe de grandes consos, c'est pas un directeur marketing dans l'industrie. Ouais, bien sûr. C'est pas la même, même au niveau stratégique, au niveau de l'entreprise, c'est pas la même chose. D'accord. Chez Carrefour, je pense, j'ai jamais travaillé dans cette entreprise, j'ai eu un moment, dans le cadre dans une vie antérieure, quoi. J'avais des contacts comme ça, je travaillais avec des gens qui étaient chez Carrefour. Il me semble quand même que la direction logistique est beaucoup plus importante, en tout cas elle était plus stratégique que la direction marketing. D'une boîte comme L'Oréal, la direction marketing est juste clé. Bien sûr, bien sûr. Tout simplement clé. Donc, ça veut dire derrière que le discours que toi, tu vas tenir n'est pas le même. Donc, si tu commences à identifier des entreprises qui ne sont pas une cible pour toi, c'est un peu dommage parce que tu perds ton temps, tu perds de l'argent. Tu te prends des portes pour rien. Tu te prends des portes de rien, tu crames ton image, tu fais perdre ton temps aux autres. Pas très utile. Donc, on démarre par l'activité. Une fois que j'ai l'activité, je sais les entreprises que je vise, peu importe la personne. La personne, elle change. L'entreprise, en général, elle reste quand même. Une ETI, ça reste. D'accord ? Donc après, le directeur marketing, lui, peut changer. Mais au moins, je sais que j'ai cette cible-là. Une fois que j'ai l'entreprise, OK, je vais aller chercher la personne. Et une fois que j'ai la personne, il y a la question qui est très particulière du portable, de l'email, etc. Voilà, qui est là. Mais là, c'est un autre métier. Voilà, ça, c'est un autre métier. Et nous, on s'arrête à l'étape d'avant. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont différents. Et là, pour le coup, chaque client, sur la question du RGPD, chaque client est vraiment différent. Voilà. Et donc, nous, on s'adapte aux clients. D'accord. J'imagine que la base que tu proposes est compatible RGPD, qu'il n'y a pas de... Enfin, que vous faites gaffe par rapport à ça. Quoi que ça veuille dire, je ne sais pas... La RGPD en marché public, ça en fait partie, mais toi, tu manipules vraiment de la base de données, donc tu évites les adresses perso, les numéros machin, etc. Donc, non, on n'est pas dans du B2C. On n'est pas dans du B2C. L'information qui est collectée, c'est de l'information qui est publique. Okay, uniquement publique. Il n'y a pas de je rentre un code pour... Ça n'existe pas.
Et si elle n'est pas publique, on ne la prend pas. Point final. Ouais, ça me Et va comme il y a très une mise à jour, eh bien, s'il y a une mise à jour, par exemple, je parlais tout à l'heure du site web, si le webmaster modifie sa page, enlève les téléphones, ou change le téléphone, ou change le mail, enlève le mail, main formulaire, nous on écrase. Et voilà. Donc D'accord. on Donc c'est vraiment un s'adapte. truc vivant, quoi. On s'adapte. Ok, il nous reste à peu près 5 minutes pour tenir l'épisode de podcast qui est nickel. Comment je peux orienter ça? Moi, je vois deux choses. Si j'ai affaire à un professionnel tel que toi, quelqu'un qui essaye de me vendre la base de données, c'est quoi les questions que je dois poser pour me démêler le vrai, le faux? Est-ce que j'ai affaire à un expert ou pas? Et c'est quoi les tips pour survivre dans la jungle? Alors nous, alors ça c'est une très très bonne question parce que nous, on dit toujours à nos prospects, si vous avez 3 questions à poser. Okay. 3 questions. La première, c'est si on vient vous proposer une base de données, quelles sont vos sources? Ça a l'air bête, mais enfin, c'est juste la base. D'où ça provient, quoi, tu veux dire? C'est la data. Quelle est ta source? D'accord, ok. Quelle est ta source? Comment tu l'as constituée, ta base? Ouais, ok. Quelle est ta source? Donc, autrement dit, est-ce qu'elle est officielle ou est-ce qu'elle tombe du camion? Quelle est ta source? De quand datent tes données? Quelle est la régularité de la mise à jour? Okay. Si tu sens que tu as le gars en face, il commence à transpirer. Il commence, même sans transpirer, il met un quart de seconde de trop pour te répondre, tu passes ton chemin. D'accord, ok, c'est que ça pue. Parce que c'est pas que ça pue. C'est-à-dire que c'est pas. Voilà, c'est-à-dire que si on estime que l'information, il y a à peu près 20-30% de l'info qui se périme. D'accord. Tu comprends bien. Qui se périme, tous les jours. Voilà, c'est-à-dire que on va dire que nous on a fait un calcul assez rapide entre les sirènes pour donner, parce qu'il faut quand même quelques données qui vont te faire réfléchir. On a à peu près aujourd'hui en France, allez à peu près toute activité, toute forme juridique confondue, on a à peu près 70-80 000 sirènes qui sont créées par mois. Et à peu près autant qui disparaissent, enfin un peu moins. Bon, c'est comme les bébés qui naissent, qui meurent. Voilà, il y a un solde qui est positif tous les ans. Ah, c'est positif, voilà, d'accord. C'est positif, il y a toujours plus de sirènes. Contrairement aux bébés, vous déconnez, faites-en plus. Et donc, ça veut dire que si tu dis 80 000 en rentrée, 80 000 en sortie, ça fait un mouvement de 160 000 fois 12. Donc, si ta base à 3 ans, elle est morte. Alors, ça veut dire qu'à peu près, en termes de sirènes, on va dire qu'il y a, nous, notre calcul, c'était de dire qu'il y a à peu près 14-15% de sirènes qui changent. C'est-à-dire que soit ils se créent dans l'année, soit ils disparaissent. D'accord. Alors après, évidemment, il faut voir, je te parle là, c'est sur les 13 millions. Après, si on est sur les entreprises, c'est un peu moins. Et évidemment, si on parle d'ETI, il y en a encore moins. Mais ce que je veux dire, quand on veut analyser comment le marché évolue et innove, et on pense évidemment à l'entrepreneuriat, aux startups, etc. Donc, évidemment, c'est des entreprises qui se créent. Ouais, bien sûr. Donc, quelqu'un qui te dit fièrement, moi, je le mets à jour tous les ans, problématique. Voilà, par exemple. D'accord. Et quelqu'un qui te dit, qui ne sait pas d'où proviennent ces données, oui, c'est un problème. Donc, ne dis pas la bonne réponse, parce qu'ils vont nous regarder et dire « Ah, ça me pose ces 3 questions, je réponds ça. » Non. Vous continuez à vous planter devant vos prospects. Et donc, merci. Thank you very much. Voilà. Ça, c'est vraiment les 3 questions, peu importe après. Non, bien sûr. Non, mais ça me va très bien. Est-ce que du coup, on peut conclure si je suis chef d'entreprise, pourquoi je dois aller te voir? C'est quoi le problème que je dois résoudre? Est-ce que tu peux nous parler de ton offre? Comment ton offre est packagée? Est-ce que tu as des tiers, comme à la salle de sport, où tu as un tiers 2, un tiers 3? Je ne sais pas. Je laisse alors, je vais te répondre simplement. On a une offre qui est SaaS, donc, et qui doit répondre à soit des besoins, je dirais, ponctuels, sans engagement. D'accord, donc je me connecte, j'utilise ton moteur et je fais mes recherches. Et puis quand tu en as marre, tu dis, bon, Albert, je stoppe l'abonnement. Voilà. Okay. Après, pour ceux qui ont des besoins un peu plus importants... Ah, c'est du mensuel sans engagement comme la salle de sport, genre? Tu peux faire du mensuel sans engagement. Ou je peux prendre un engagement, mais j'ai un meilleur deal. Voilà, exactement. Okay. Mais c'est au-delà du meilleur deal, c'est parce que tu as aussi des besoins. Bien sûr, récurrent. Voilà, tu sais que dans l'année, tu vas avoir régulièrement des besoins. Donc, c'est justifié. Voilà. Okay. Et donc, effectivement, c'est dégressif. Okay. Après, on a
des clients qui viennent nous voir pour dire j'ai des besoins spécifiques et donc qui sont très particuliers. Où là, on va, à partir de nos bases, on va collecter, corréler plutôt des informations, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un SaaS. D'accord. Et lorsque tu as des professions financières qui viennent te voir pour te dire, voilà, moi j'aimerais des boîtes qui sont dans telle activité, avec telle activité, mais tranche d'effectifs de plus de 20 personnes, mais un dividende qui est au moins de 20 000 euros, ou bien la date de naissance du fondateur est comprise entre... c'est pas un truc que tu vas faire en self-service. Voilà, là c'est un peu plus... on le fait parce que... c'est spécifique. Jouer avec la data, là où on met le curseur, on va avoir plus ou moins de réponses. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, on préfère le faire, mais toujours en relation avec le client. C'est lui qui valide. Ça, c'est lui qui est dans la cuisine, qui fait ses trucs, ses recherches et qui joue. Quand c'est trop spécifique, tu dis non, j'ai mes ingrédients derrière, on passe un truc sérieux. Mais on le fait ensemble. Voilà. On le fait ensemble, c'est-à-dire que mais là, on est plus en mode conseil. On va mettre en place des réunions de cadrage, de lancement, de validation, etc. Et c'est vraiment lui. Nous, on se met vraiment. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que moi, j'apporte. On apporte. Il n'y a pas que moi, mais on apporte une valeur, c'est-à-dire la connaissance de la data, la connaissance, la connaissance un peu économique aussi, des données. Et en face, j'ai la personne qui va m'apporter la connaissance de son métier. Et on va faire confluer les deux. C'est le tandem des deux qui fait que vous allez atteindre la cible. D'accord. Et après, une troisième catégorie, c'est celui qui n'a pas envie de faire. Donc, c'est le meilleur, celui-là. Avec quel budget en plus. En plus, il a le budget. Donc, voilà. Parce qu'effectivement, si je le fais à ta place, forcément, faut que... Mais ça se comprend aussi parce que il y a aussi une question de temps. Bien sûr. Et donc, je préfère faire à quelqu'un. Et ils disent, j'ai pas le temps, vas-y, tu le fais, et puis moi, j'aurais coupé le bois derrière. Mais parce que lui va être... pas envie de rentrer dans un outil. Ouais. Par contre, il va être plutôt bon pour aller chercher ses clients. Ce que je comprends. Et pour le mot de la fin, du coup, c'est quoi l'actualité de marketing? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'il y a des projets dont tu te sens confortable pour en parler? C'est quoi? Comment s'annonce 2026? Alors, faut un petit mash-up d'atterrissage. Alors, on est en train de travailler sur un projet. Donc, effectivement... avec une nouvelle une évolution justement de notre moteur. Donc et qui sera en bêta test, je pense assez vite. Et on va faire des tests. Et là l'idée aussi c'est c'est justement d'utiliser ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de fusionner le sémantique avec le code NAF, mais en collant à l'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, tout le monde a pris le pli du prompt et je cherche. Et donc, on va essayer de passer d'une demande en langage naturel plutôt qu'une demande par checkbox plus classique, etc. Je vois. Donc, les gens pourront prompter ton truc et toi, derrière, tu vas connecter les bons... Parce que ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui est la base, la base clé, c'est la clé dans l'IA, c'est que si on n'a pas la data, il n'y a pas d'IA. Oui, bien sûr. C'est la matière première nécessaire. Nous, on a la data. Ok, c'est top. Écoute, merci Albert pour ces éclaircissements. Merci pour ton investissement. Si vous voulez assurer un bon ciblage, si vous voulez assurer un bon ciblage commercial, bien aiguiser votre hache, pour ceux qui ont vu l'épisode, qui auront compris la ref, c'est chez Albert que ça se passe. Et au prochain épisode, du coup, avec un prochain guest peut-être, sur AO Conquête. Merci à vous.